Le 9 juillet 1755, l'armée la plus redoutée du monde a cessé d'exister en l'espace de 3 heures. Imaginez une colonne interminable de 2000 soldats d'élite, des tuniques rouges impeccables, marchant au pas cadencé, persuadés qu'ils allaient conquérir l'Amérique sans tirer un seul coup de feu. Ils avaient la discipline, le nombre et l'artillerie lourde. En face d'eux, une poignée de Français et leurs alliés, invisibles, fondus dans les ombres de la forêt. Ce qui devait être une promenade de santé pour l'Empire britannique s'est transformé en l'une des boucheries les plus humiliantes de son histoire. Pas de bataille rangée, pas de gloire, juste la panique absolue d'hommes abattus comme du bétail par des fantômes qu'ils ne pouvaient même pas voir. Ce jour-là, dans la fureur de la Monongahela, la France n'a pas seulement vaincu l'Angleterre, elle lui a donné une leçon de guerre brutale qui allait traumatiser Londres pour des décennies. Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur la rigidité des batailles du XVIIIe siècle. Ici, sur l'héritage de fer, nous allons plonger au cœur de cet enfer vert pour comprendre comment l'audace française et la ruse amérindienne ont brisé l'arrogance d'une superpuissance. Comment moins de 1000 hommes ont-ils pu anéantir une armée moderne? Pourquoi le futur président George Washington a-t-il dû fuir pour sauver sa peau au milieu des cadavres de ses généraux? Préparez-vous. Nous retournons en 1755, là où la forêt est devenue un cimetière pour l'orgueil britannique. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer le monde militaire, il faut d'abord regarder les forces en présence. D'un côté, nous avions l'Empire britannique, au sommet de sa puissance, ivre de sa propre grandeur. Londres ne voulait pas simplement gagner une bataille, Londres voulait envoyer un message. Et pour porter ce message, le roi George II avait choisi l'homme qui incarnait à la perfection la rigidité et l'orgueil de la vieille Europe, le général Edward Braddock. Braddock n'était pas un imbécile, c'était un bulldog, un vétéran de 45 ans de service, formé dans les guerres de dentelle où l'on s'alignait proprement face à l'ennemi. Pour lui, la guerre était une science exacte, régie par des manuels et des coups de fouet. Il a débarqué en Virginie avec 2 des régiments les plus prestigieux de l'armée, le 44e et le 48e régiment d'infanterie. Des hommes entraînés à recharger leurs mousquets en 15 secondes, à marcher au pas sans trembler sous la mitraille, des machines à tuer vêtues de laine rouge et bardées de cuir blanc. Son objectif était simple sur le papier, marcher sur Fort Duquesne, le verrou français qui contrôlait la vallée de l'Ohio, l'actuelle ville de Pittsburgh. Une fois ce fort tombé, la route vers le Canada serait ouverte et la Nouvelle-France serait coupée en 2. Pour Braddock, l'affaire était pliée d'avance. Il disposait de plus de 2200 hommes, d'une artillerie de siège capable de pulvériser n'importe quelle palissade en bois et d'un budget illimité. Mais Braddock commettait une erreur fatale, celle que commettent tous les empires avant leur chute, le mépris. Il méprisait le terrain, cette forêt dense, sauvage, étouffante, qu'il appelait une broussaille. Il méprisait ses alliés potentiels, les tribus amérindiennes, qu'il traitait de sauvages inutiles, et surtout, il méprisait les Français. Lorsqu'il a rencontré Benjamin Franklin, quelques semaines avant le départ, celui-ci a tenté de le mettre en garde contre les risques d'embuscade. La réponse de Braddock est restée dans l'histoire comme le summum de l'arrogance aveugle. Il a déclaré, le torse bombé. Ces sauvages sont peut-être un ennemi redoutable pour vos milices américaines brutes, mais sur les troupes régulières du roi et disciplinées, monsieur, il est impossible qu'ils fassent la moindre impression. Retenez bien cette phrase. Impossible qu'ils fassent
la moindre impression. C'est l'épitaphe de son armée. L'expédition s'est donc mise en branle, mais ce n'était pas une marche, c'était un déménagement impérial. Imaginez une colonne de 6 kilomètres de long, 6 kilomètres, des centaines de chariots, des canons, du bétail, des femmes de officiers, des valets. Braddock voulait faire la guerre comme en Europe, avec son vin, son argenterie et son lit de camp. Pour avancer, ses sapeurs devaient abattre des milliers d'arbres, construire des ponts, niveler le sol. Ils avançaient à la vitesse d'une tortue, faisant un vacarme infernal qui résonnait à des lieues à la ronde. Ils ne se cachaient pas. Au contraire, ils annonçaient leur arrivée avec tambours et trompettes, persuadés que la seule vue de leur puissance suffirait à faire fuir l'ennemi. Dans les rangs britanniques, un jeune colonel de 23 ans, un certain George Washington, bouillait de rage. Lui connaissait la forêt. Il savait que cette longue colonne étirée était un serpent vulnérable, facile à couper en morceaux. Il a supplié Braddock d'alléger le convoi, de laisser les bagages, d'adopter le style de combat des Rangers. Braddock l'a ignoré. On n'apprend pas la guerre à un général britannique, surtout pas un colon américain. Pendant que ce mastodonte de fer et de bruit se traînait vers l'Ohio, l'ambiance à Fort Duquesne était radicalement différente. C'était la panique. Le commandant français, Claude-Pierre Pécaudy de Contrecœur, savait qu'il était perdu. Ses espions lui rapportaient chaque jour la progression du monstre britannique. Contrecœur regardait ses forces. À peine quelques centaines de soldats des compagnies franches de la marine et des miliciens canadiens. Il savait que si Braddock parvenait à mettre ses canons en batterie devant le fort, les murs de bois voleraient en éclats en moins d'1 heure. La logique militaire dictait une seule issue, la reddition honorable ou la retraite immédiate avant d'être encerclé. Brûler le fort et fuir vers le nord. C'était la décision rationnelle, mais c'était sans compter sur l'esprit français. C'est ici qu'entre en scène le véritable héros de cette tragédie, le capitaine Daniel Liénard de Beaujeu. Beaujeu n'était pas un bureaucrate, c'était un guerrier, un homme qui avait passé sa vie à étudier les tactiques amérindiennes, qui respectait la forêt autant qu'il respectait le roi de France. Il a refusé la défaite avant même d'avoir combattu. Il est allé voir Contrecœur et a proposé un plan suicidaire. Ne pas attendre le siège, sortir, aller à la rencontre du monstre. Frapper la colonne britannique alors qu'elle était encore en mouvement, au moment où elle traverserait la rivière Monongahela, à une dizaine de kilomètres du fort. Contrecœur, hésitant, a fini par accepter. « Allez-y », a-t-il dit, « mais vous allez à la mort. » Beaujeu le savait, mais pour réussir, il avait besoin de plus d'hommes. Il avait besoin des guerriers des tribus alliées qui campaient autour du fort, les Ottawa, les Ojibwés, les Hurons et les Potawatomis. Mais les guerriers étaient réticents. Ils avaient vu la taille de l'armée britannique. Ils disaient « Mon père, tu veux mourir, et tu veux que nous mourions avec toi. Les Anglais sont trop nombreux, c'est de la folie. » Le matin du 9 juillet, la situation semblait désespérée. Les Britanniques étaient sur le point de traverser la rivière. Le temps pressait. Beaujeu a alors joué le tout pour le tout. Dans une scène digne des plus grandes épopées antiques, il est sorti devant le conseil des chefs de guerre. Il a arraché son uniforme d'officier, se mettant torse nu, s'est enduit le corps de peinture de guerre et a saisi un mousquet. Il s'est adressé à eux, non pas comme un général donne des ordres à des subalternes, mais comme un chef de guerre parle à ses frères. Il a crié « Je suis décidé à aller au-devant des ennemis. Quoi? Laisserez-vous votre père y aller seul? Je suis sûr de les vaincre. » Ce geste
a tout changé. Voyant cet officier français, prêt au sacrifice suprême, adoptant leur code, respectant leur courage, les chefs amérindiens se sont levés. La ferveur a gagné le camp. En quelques minutes, des barils de poudre et de balles ont été ouverts devant les portes du fort. Les guerriers se sont servis à pleines mains, mêlant leurs cris de guerre au « Vive le roi » des soldats français. C'était une force hybride, unique au monde. 600 Amérindiens, 100 soldats de la marine et 200 miliciens canadiens. Moins de 900 hommes au total, sans canons, sans cavalerie. Juste des mousquets, des tomahawks et une connaissance absolue du terrain. Ils sont partis en courant, pas en marchant au pas, en courant. Il fallait arriver à la rivière avant que les Anglais ne finissent leur traversée. C'était une course contre la montre pour tendre l'embuscade parfaite. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, l'armée de Braddock vivait son moment de gloire. Il était 13 heures. Le soleil de juillet tapait fort. Les troupes britanniques venaient de franchir la Monongahela. C'était un spectacle magnifique, conçu pour impressionner. Les fifres jouaient la grenadier marche. Les drapeaux claquaient au vent. Les officiers à cheval surveillaient l'alignement parfait des colonnes. Ils avaient passé la rivière sans encombre, ce qui a conforté Braddock dans son idée. Les Français avaient peur. Ils avaient sûrement déjà fui. La voie paraissait libre jusqu'au fort. Ils s'imaginaient déjà dîner le soir même dans les quartiers du commandant français. L'avant-garde britannique, commandée par le lieutenant-colonel Thomas Gage, avançait sur un sentier étroit, entouré d'une forêt dense et sombre, pleine de ravines et de feuillages épais. Ils ne se méfiaient pas. Pourquoi se méfieraient-ils? Ils étaient l'armée invaincue de Sa Majesté. Soudain, un des guides britanniques à l'avant de la colonne s'est figé. Devant lui, sur le sentier, un homme venait de surgir de la forêt. Un homme étrange, vêtu d'un hausse-col d'officier français, mais peinturluré comme un guerrier indien. C'était Beaujeu. Il était arrivé juste à temps. Il s'est arrêté net face à la masse rouge qui avançait vers lui. Il était seul, face à des centaines de fusils pointés sur sa poitrine. Le temps s'est suspendu une fraction de seconde. Un silence lourd, irréel, a couvert la forêt, juste avant la tempête. Beaujeu a alors levé son chapeau en l'air et l'a agité brusquement vers les arbres derrière lui. C'était le signal. D'un seul coup, la forêt a hurlé. Un cri de guerre terrifiant, inhumain, poussé par 600 gorges simultanément, a glacé le sang des soldats anglais. Avant même qu'ils ne puissent épauler leurs fusils, une volée de plomb s'est abattue sur eux. Mais ce n'était pas une volée classique. Les balles ne venaient pas de devant. Elles venaient de partout. De gauche, de droite, d'en haut. Des buissons, des arbres. La première décharge a fauché les premiers rangs de l'avant-garde britannique comme une faux dans un champ de blé. Les officiers sont tombés les premiers, ciblés avec une précision chirurgicale. La réaction des Britanniques était immédiate et, tragiquement, conforme à leur entraînement. Former les rangs, en ligne. Les sergents hurlèrent des ordres, frappant les hommes avec leurs hallebardes pour les forcer à s'aligner, épaule contre épaule, en pleine découverte, sur le chemin. Ils ont fait feu. Une salve massive, bruyante, impressionnante. God save the King. Des centaines de balles ont déchiré les feuilles, arraché des écorces, pulvérisé des branches. Mais elles n'ont touché personne. Les Français et les Indiens n'étaient pas là. Ils étaient dispersés, mouvants, invisibles. Ils tiraient, changeaient de position et tiraient encore. Les Britanniques tiraient sur de la fumée. Pire, la fumée de leurs propres fusils stagnait sous la canopée des arbres,
créant un brouillard artificiel qui les aveuglait totalement. Ils étaient devenus aveugles, sourds à cause du vacarme et immobiles. C'est à ce moment précis que le destin a frappé le commandement français. Lors de la 3e décharge britannique, une balle perdue a frappé le capitaine de Beaujeu en plein front. Le héros, l'architecte de l'attaque, s'est effondré, mort sur le sentier. À cet instant, tout aurait dû basculer. La mort du chef, dans une coalition aussi fragile entre soldats réguliers et tribus disparates, signifie généralement la fin du combat. Les Indiens, voyant leur père tomber, auraient dû se replier. Les Français auraient dû paniquer. C'était le point de rupture. L'histoire aurait dû s'arrêter là, avec une victoire britannique anecdotique après la mort d'un capitaine téméraire. Mais l'histoire en a décidé autrement. Car si Beaujeu était l'âme de l'attaque, son second, le capitaine Jean-Daniel Dumas, en était le cerveau froid. Au moment où Beaujeu est tombé, Dumas n'a pas hésité une seconde. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié à la retraite. Il a pris le commandement avec une autorité naturelle, absolue. Il a compris instantanément que la clé n'était pas de bloquer le chemin, mais d'envelopper la colonne. D'un geste, il a ordonné aux officiers de diriger les guerriers indiens et les miliciens canadiens vers les flancs. La tactique du fer à cheval se mettait en place. Les forces françaises se sont ouvertes comme la gueule d'un loup, longeant les flancs de la longue colonne britannique, profitant des ravins naturels qui bordaient le chemin. En quelques minutes, les Anglais ne faisaient plus face à un ennemi devant eux. Ils étaient pris dans un couloir de la mort. Le piège s'était refermé, et ce qui suivit ne fut plus une bataille, mais une exécution méthodique. Le couloir de la mort s'étendait sur des centaines de mètres, et à l'intérieur, c'était l'apocalypse. Les Britanniques, fidèles à leur entraînement rigide, continuaient d'essayer de former des lignes parfaites au milieu du chaos. Mais comment former une ligne quand l'ennemi est partout et nulle part à la fois? Les soldats du premier rang tombaient, remplacés par ceux du deuxième, qui tombaient à leur tour quelques secondes plus tard. C'était une mécanique macabre, une machine à broyer de la chair humaine, alimentée par l'obstination des officiers anglais. Le bruit était assourdissant. Le crépitement incessant des mousquets français et indiens se mêlait aux cris de guerre qui semblaient surgir de la terre elle-même. Pour le soldat britannique moyen, un garçon de ferme du Yorkshire ou des bas-fonds de Londres, c'était la terreur pure. Il ne voyait pas l'ennemi. Il voyait juste des éclairs de feu dans les buissons, et ses camarades s'écroulaient autour de lui, avec des trous dans la poitrine. Il tirait au hasard, parfois en l'air, parfois dans le dos de ses propres amis dans la confusion. La panique commençait à gripper la belle machine de guerre de Sa Majesté. À l'arrière, le général Braddock, entendant la fusillade, a cru d'abord à une escarmouche mineure. Il a ordonné au reste de l'armée d'avancer pour soutenir l'avant-garde. C'était la pire décision possible. En poussant le gros de ses troupes vers l'avant, il a compressé ses hommes. Les nouveaux arrivants se heurtaient à ceux qui tentaient de reculer. La colonne s'est transformée en une masse compacte, confuse, une cible idéale, où chaque balle française trouvait sa cible. Imaginant une foule paniquée dans un couloir étroit, piétinant les blessés, se bousculant, tandis qu'on tire dans le tas depuis les murs. C'est là que la différence de philosophie militaire est devenue flagrante. D'un côté, la flexibilité française. Chaque soldat, chaque guerrier était autonome. Il se mettait à couvert, derrière un arbre, visait calmement, tirait, rechargeait à l'abri. De l'autre, la rigidité britannique. Interdiction de se disperser, interdiction de se mettre à couvert. Les officiers britanniques
sabre au clair, frappaient leurs propres hommes qui tentèrent de se cacher derrière les arbres, les traitant de lâches, les forçant à revenir en ligne pour se faire tuer comme des hommes. Cette discipline, qui faisait leur force sur les plaines d'Europe, était devenue leur arrêt de mort en Amérique. Les officiers étaient particulièrement visés. Les tireurs d'élite canadiens et indiens savaient que sans officiers, ces soldats automates seraient perdus. L'un après l'autre, les capitaines et les lieutenants tombaient de cheval. Sur 86 officiers britanniques engagés ce jour-là, 63 furent tués ou blessés, une hécatombe. Les compagnies se retrouvaient sans chef, sans ordre, livrées à elles-mêmes dans cet enfer vert. Au milieu de ce carnage, Braddock se démène comme un lion enragé. Il faut lui reconnaître un courage physique indéniable, presque suicidaire. Il monte cheval après cheval. 4 montures sont tuées sous lui. Il parcourt les lignes, essayant de rallier ses troupes qui se désagrègent. Mais il ne comprend toujours pas. Il ne comprend pas qu'il ne se bat pas contre une armée, mais contre le terrain lui-même. Il refuse d'ordonner la dispersion. Il s'entête. Pour lui, la seule issue est la percée frontale, la charge à la baïonnette. Mais charger contre quoi? Contre des arbres. Contre des ombres qui disparaissent dès qu'on s'approche. Pendant ce temps, George Washington, le futur père de l'Amérique, vivait un miracle permanent. Il était partout, transmettant les ordres de Braddock, puisque les autres aides de camp étaient morts. Sa haute silhouette était une cible parfaite. 2 chevaux ont été tués sous lui. À la fin de la journée, on retrouvera 4 impacts de balles dans son manteau. 4, mais il n'avait pas une égratignure. Il écrira plus tard à son frère « J'ai été protégé par la Providence toute puissante ». Mais même lui, avec sa connaissance de la guerre indienne, ne pouvait rien faire pour endiguer la catastrophe. Il voyait ses compatriotes, les Virginiens, tenter de se battre à la manière indienne, se dispersant pour contre-attaquer, pour être aussitôt abattus par erreur, par les réguliers britanniques qui les prenaient pour l'ennemi ou qui tiraient sur tout ce qui bougeait hors des rangs. La situation est devenue critique vers 16 heures. L'artillerie, la fierté de Braddock, était inutile. Les canons de 6 et de 12 livres avaient été avancés, mais les artilleurs tombaient, avant même de pouvoir pointer leurs pièces. Les rares coups de canon tirés fracassèrent des arbres, faisant tomber des branches énormes sur les soldats britanniques, ajoutant encore au chaos. Les Indiens, audacieux, s'approchaient maintenant jusqu'à la limite des arbres, sortant pour scalper les blessés ou les morts sous les yeux horrifiés de leurs camarades, avant de disparaître à nouveau. L'effet psychologique était dévastateur. La peur ancestrale du sauvage, nourrie par des récits d'horreur, paralysait les troupes. Ce n'était plus une défaite militaire, c'était un effondrement mental collectif. Et puis, le coup de grâce. Braddock, alors qu'il tentait une énième fois de reformer une ligne, reçoit une balle dans le poumon. Il vacille, tombe de son cheval. Le géant est à terre. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le général est mort. Ce n'était pas tout à fait vrai. Il agonisait. Mais pour les soldats, c'était le signal de la fin. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas de nom dans le vocabulaire militaire honorable. C'était la débandade, la sauve qui peut. Les soldats d'élite, ces vétérans endurcis, ont jeté leurs fusils, leurs sacs, leurs tricornes et ont couru. Ils ont couru vers la rivière, se piétinant, hurlant de terreur. Ils ont abandonné les canons, ils ont abandonné les chariots avec l'argent de la solde. Ils ont abandonné les documents secrets de l'état-major. Et pire que tout, dans la culture militaire de l'époque, ils ont abandonné leurs blessés.
des centaines d'hommes gisaient sur le sol forestier, suppliant qu'on ne les laisse pas là. Ils savaient ce qui les attendait. Mais leurs camarades couraient trop vite, aveuglés par la peur panique d'être le prochain sur la liste. Washington a tenté, avec une poignée d'hommes, de couvrir la retraite, d'organiser un semblant d'arrière-garde pour éviter le massacre total lors de la traversée de la rivière. Mais c'était peine perdue. L'armée britannique s'était liquéfiée. Sur la rive opposée, les survivants, hagards, trempés, épuisés, ne s'arrêtèrent pas. Ils coururent pendant des heures, puis des jours, terrifiés à l'idée d'être poursuivis. En réalité, les Français et les Indiens ne les poursuivaient pas. Pourquoi courir après un ennemi en déroute quand le champ de bataille regorge de trésors? Les vainqueurs étaient occupés à piller le convoi le plus riche jamais vu dans la région. Fusils neufs, vêtements, tonneaux de rhum, chevaux, argenterie. C'était Noël en juillet pour les tribus et les miliciens. Le bilan, quand il fut finalement établi, était stupéfiant, presque incroyable. Du côté franco-indien, 23 morts et 16 blessés. Vous avez bien entendu, 23 morts. Du côté britannique, sur les 1459 hommes engagés directement dans le combat, 977 étaient tués ou blessés. Près de 70% de pertes. C'est un ratio d'anéantissement qu'on ne voit presque jamais dans l'histoire militaire. Même lors des plus grandes déroutes, l'armée britannique n'avait pas simplement perdu une bataille, elle avait été effacée. Le soir même, alors que la nuit tombait sur la forêt redevenue silencieuse, le contraste était saisissant. D'un côté, les feux de joie des vainqueurs, célébrant un butin inespéré et une victoire totale. De l'autre, dans l'obscurité, une colonne de fuyards brisés, traînant leur général mourant sur un chariot de fortune. Braddock, dans son agonie, répétait sans cesse, incrédule. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Ces derniers mots, avant de mourir quelques jours plus tard, furent une promesse tragique. Nous saurons mieux comment nous y prendre avec eux la prochaine fois. Il n'y aurait pas de prochaine fois pour lui. Il fut enterré à la hâte au milieu de la route, et Washington ordonna au chariot de rouler sur sa tombe pour effacer toute trace, de peur que son corps ne soit déterré et profané par les Indiens. Quelle fin misérable pour l'homme qui avait promis de conquérir l'Amérique sans coup férir, finir écrasé sous les roues de sa propre armée en fuite, caché comme un secret honteux sous la boue d'un chemin forestier. Mais la portée de cette victoire va bien au-delà des chiffres et de la mort d'un général. Ce jour-là, à la Monongahela, quelque chose de fondamental a changé dans l'équilibre du monde. Le mythe de l'invincibilité britannique venait de voler en éclats. Pour la première fois, les colons américains ont vu les tuniques rouges fuir, paniquer, mourir comme n'importe qui d'autre. Cette image ne quittera jamais l'esprit de hommes comme Washington ou Franklin. On peut dire, sans exagérer, que les graines de l'indépendance américaine ont été semées ce jour-là, arrosées par l'incompétence britannique et le génie tactique français. Car il faut rendre à César ce qui est à César, ou plutôt à la France ce qui est à la France. Cette victoire n'était pas un accident, ce n'était pas de la chance, c'était le triomphe d'une doctrine militaire spécifique, la petite guerre. Alors que les Anglais s'obstinaient à copier le modèle prussien, rigide et mécanique, les Français en Amérique avaient développé une approche hybride, révolutionnaire. Ils avaient appris des Amérindiens. Ils ne cherchaient pas à dominer la nature, mais à l'utiliser. Ils privilégiaient l'initiative individuelle, la mobilité, la surprise. Le capitaine Dumas, qui a repris le flambeau après la mort de Beaujeu,
a fait preuve d'un sang-froid qui confine au génie. Dans la fureur du combat, voir son chef mourir et ordonner instantanément une manœuvre d'encerclement complexe avec des troupes aussi diverses, c'est un exploit de commandement qui mérite d'être enseigné dans toutes les écoles de guerre. C'est la preuve que le soldat français, loin d'être indiscipliné comme le prétendaient ses rivaux, possédait une intelligence tactique et une capacité d'adaptation bien supérieure. Ils n'étaient pas des automates obéissant au fouet, ils étaient des guerriers pensants. Et n'oublions pas l'impact stratégique immédiat. Avec cette seule bataille, la France a sécurisé sa frontière ouest pour 3 ans. 3 années gagnées grâce à 3 heures de combat. Fort Duquesne est resté inviolé. Les tribus amérindiennes, impressionnées par la puissance française, ont rallié massivement la cause de Louis XV, lançant des raids dévastateurs sur les frontières de la Virginie et de la Pennsylvanie. La frontière britannique a reculé de 150 kilomètres en quelques mois. La terreur régnait dans les colonies anglaises. Tout cela parce qu'une poignée de Français avait osé l'impensable, attaquer le géant frontalement et le mettre à genoux. C'est une leçon éternelle, la technologie, le nombre, l'argent, la logistique. Tout cela ne pèse rien face à une volonté de faire et une stratégie adaptée au terrain. Braddock avait tout pour lui, sauf l'humilité et l'intelligence. Beaujeu et Dumas n'avaient rien, sauf leur courage et leur ruse. Et dans les forêts impitoyables du Nouveau Monde, c'est le loup agile qui dévore le bœuf puissant. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de la Monongahela? Souvent, les livres d'histoire anglophones tentent de minimiser cette défaite, de la mettre sur le compte de la traîtrise des Indiens ou de la stupidité personnelle de Braddock, oubliant soigneusement de créditer la bravoure et la tactique française. Mais les faits sont têtus. Les tombes anonymes des soldats britanniques sous les arbres de Pennsylvanie sont là pour témoigner. Elles murmurent l'histoire de ce jour de juillet où l'héritage de fer français a brillé de 1000 feux, prouvant au monde entier que la grandeur ne se mesure pas à la taille de l'armée, mais à la grandeur de l'esprit qui la commande. Nous avons vu l'arrogance, nous avons vu la chute et nous avons vu le triomphe. Mais l'histoire ne s'arrête jamais vraiment aux faits militaires. Elle vit dans la mémoire, dans l'héritage, dans la fierté que nous pouvons tirer de ces exploits passés. Et c'est exactement ce que nous allons explorer pour conclure cette épopée. Ce triomphe résonne encore plus fort lorsqu'on s'attarde sur ce que les Britanniques ont laissé derrière eux, car l'humiliation ne s'est pas arrêtée à la fuite. En abandonnant le champ de bataille, l'armée de Braddock a offert à la France bien plus que des canons ou des mousquets. Elle lui a offert les clés stratégiques de tout le continent. Parmi les débris fumants du convoi, les hommes du capitaine Dumas ont mis la main sur le trésor de guerre personnel du général anglais, 25 000 livres sterling en or et en argent, une fortune colossale pour l'époque qui a immédiatement servi à financer les futures opérations françaises. Mais il y avait quelque chose de bien plus précieux que l'or dans les bagages de Braddock, son cabinet de travail. Imaginez la scène. Un officier français force la serrure d'un coffre en acajou, abandonné dans la boue, et y découvre l'impensable, les instructions secrètes du roi d'Angleterre, les plans complets de l'invasion, les cartes détaillées, et la correspondance privée entre Braddock et les gouverneurs des colonies. C'était un coup de maître du renseignement militaire, servi sur un plateau d'argent. Grâce à cette capture, Versailles a pu lire à livre ouvert dans les intentions de Londres. Nous savions désormais exactement où il comptait frapper, avec quelle force et à quel moment. Ce jour-là, Braddock n'a pas seulement perdu une armée, il a compromis toute la stratégie britannique en Amérique du Nord pour les 2 années suivantes. La France n'avait même pas besoin d'espions
à Londres, le général en chef ennemi lui avait tout livré en main propre. Cette prise de guerre a eu un effet dévastateur sur le moral des colons américains. La nouvelle que les papiers secrets étaient aux mains des Français a répandu une paranoïa totale. Si les Français savaient tout, alors personne n'était en sécurité. Dans les semaines qui ont suivi la bataille, une terreur viscérale s'est emparée de la Pennsylvanie, de la Virginie et du Maryland. Les fermiers abandonnaient leurs terres par milliers pour refluer vers l'Est, persuadés que les démons de la forêt étaient sur leurs talons. On racontait que l'armée française était immense, qu'elle marchait sur Philadelphie. C'était faux, bien sûr. La garnison de Fort Duquesne restait modeste. Mais c'est là toute la beauté de la guerre psychologique que la France maîtrisait à la perfection. La peur de l'ennemi invisible est plus destructrice que l'ennemi lui-même. Cette victoire a également validé et cimenté une race de soldats uniques au monde, dont nous devons parler, car ils sont l'âme de cet héritage de fer, le combattant de la Nouvelle-France. Contrairement aux soldats de ligne européens, qui n'est qu'un rouage interchangeable dans une machine, le Canadien et l'officier de la marine en Amérique étaient devenus des centaures de la forêt. Ils avaient développé une résistance physique que les Britanniques ne pouvaient même pas concevoir. Ils étaient capables de marcher 50 km par jour en raquettes, de dormir dans la neige sans tente, de survivre avec une poignée de maïs et de graisse d'ours. Là où le Britannique voyait la forêt comme un obstacle hostile, un lieu de ténèbres et de danger, le Français la voyait comme son allié, son garde-manger et sa forteresse. L'Angleterre a mis des décennies à comprendre cette différence fondamentale. Il pensait que la guerre était une question de masse et de puissance de feu. Les Français avaient compris que dans ce nouveau monde, la guerre était une question de vitesse, de silence et de fulgurance. La Monongahela fut la démonstration éclatante que le modèle aristocratique et rigide de la vieille Europe était obsolète face à l'adaptation darwinienne des Français. C'est une leçon qui dépasse le cadre militaire. C'est la victoire de l'agilité sur la lourdeur, de l'intelligence pratique sur la théorie dogmatique. Et que dire de l'impact politique en Europe? Lorsque la nouvelle du désastre a traversé l'Atlantique pour atteindre Londres, ce fut la consternation. Le Premier ministre britannique, le duc de Newcastle, a refusé de croire les premiers rapports. C'était impossible. Comment des paysans et des sauvages avaient-ils pu anéantir la garde royale? La bourse de Londres a vacillé. Le mythe de la supériorité anglo-saxonne, cette certitude quasi-religieuse d'être le peuple élu pour dominer le monde, venait de prendre un coup de poignard en plein cœur. À Versailles, en revanche, l'exultation était mesurée, mais profonde. Louis XV, souvent critiqué pour sa gestion de la guerre, tenait là la preuve que ses colonies, bien que moins peuplées, étaient défendues par des lions. Il est fascinant de noter le silence gêné qui entoure souvent cet événement dans l'historiographie anglo-saxonne moderne. On préfère parler de la victoire finale de l'Angleterre en 1763. En effaçant les années où elle avait été humiliée, on tente de réduire la Monongahela à un accident de parcours. Mais nous ne devons pas les laisser réécrire l'histoire. Ce n'était pas un accident. C'était le résultat logique d'une supériorité martiale française à un instant T. Pendant 3 ans après cette bataille, la frontière américaine a été une scène d'horreur pour les Britanniques. Les raids menés par des officiers comme Charles de Langlade ou François-Marie Picotet de Belestre ont ravagé les établissements anglais. Ils ont appliqué une pression constante, impitoyable, prouvant que la Monongahela n'était pas un coup de chance, mais le standard de la guerre à la française.
George Washington lui-même, l'homme qui allait devenir l'ennemi mortel de l'Angleterre 20 ans plus tard, n'a jamais oublié cette leçon. Toute sa stratégie durant la guerre d'indépendance américaine, le refus des grandes batailles rangées, le harcèlement, l'utilisation du terrain, la retraite stratégique, porte l'empreinte de ce qu'il a vu ce jour-là. On peut affirmer sans trembler que l'art de la guerre qui a libéré l'Amérique a été appris à l'école de la brutalité française. Washington a vu ce qui arrivait à une armée statique face à des tirailleurs mobiles. Il a vu l'efficacité des officiers qui se battent avec leurs hommes plutôt que de les regarder mourir du haut de leur cheval. En un sens, la France a formé le futur vainqueur